On a en France un mode de financement de l'entrepreneuriat qui est totalement inadapté aux opportunités du monde moderne. Les opportunités du monde moderne, c'est la croissance par la technologie, par la mondialisation. Mais aujourd'hui en France, on a un mode de financement de la création d'entreprises qui est suradministré et qui, au résultat, ne nous a pas permis de créer d'énormes entreprises de technologie. Nous, on va totalement désadministrer le financement de l'entrepreneuriat pour que nous aussi puissions participer au monde de la technologie, pour que nous aussi puissions créer une fontaine de prospérité. Une fontaine de prospérité. Le rêve français, ça consiste à devenir le leader mondial de la technologie. Et grâce à la technologie, on peut créer d'énormes entreprises qui alimentent une fontaine de prospérité. J'ai habité 12 ans dans la Silicon Valley. Regardez le salaire d'un médecin, le salaire d'un chirurgien, le salaire d'un avocat, le salaire d'un informaticien, le salaire d'un ingénieur qui construit des microprocesseurs, le salaire d'un cadre supérieur dans la technologie, le salaire d'un professeur des universités. Mais la fontaine de prospérité, c'est pour tout le monde. Regardez le salaire d'une infirmière, d'un policier, d'un cuisinier, d'un plombier, d'un professeur dans les écoles, d'un cheminot. Je vous invite à aller sur Internet et de regarder quel serait votre salaire si en France on avait aussi une fontaine de prospérité. La fontaine de prospérité, c'est possible en France aussi. Mais actuellement, le financement de l'entrepreneuriat est suradministré et ne nous permet pas de créer ce genre d'énormes entreprises qui créent cette prospérité. Nous, en France, on vous dit parfois qu'on crée des startups. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment des startups qu'on crée. Nous, on crée des PME technologiques, des PME web. Et le résultat, c'est que si vous allez à l'autre bout du monde et que vous demandez aux gens dans la rue, alors, have you ever heard of a French tech startup? Mais laquelle vous citerait-on? Alors que les GAFA, elles sont connues dans le monde entier. Mais à Shanghai, à Sao Paulo, à New York, personne n'a jamais entendu parler de la moindre start-up française. On va regarder un peu le financement de l'entrepreneuriat à la californienne, totalement désadministré. Aucun investissement public. Oh, il y a quelques exceptions, évidemment. Mais en Californie, il n'y a pas d'intervention publique. En Californie, il n'y a même pas de ministère de l'économie. On peut regarder, il n'y a pas. L'intervention publique, c'est un rôle purement réglementaire. On fait les licences professionnelles, le registre du commerce et des sociétés. Le droit social, bien sûr qu'il y a du droit social en Californie. Mais pas de création d'entreprise avec du financement public. Toutes les startups que vous connaissez n'ont pas été financées avec des subventions publiques. Et donc, pour financer une start-up en Californie, la seule façon de faire, c'est auprès d'investisseurs privés, soit des particuliers, soit des investisseurs institutionnels. Alors, on va regarder le financement des investisseurs institutionnels dans un trimestre 2013. Regardez les montants. Regardez les montants nécessaires pour créer les entreprises que vous connaissez. Pour créer des startups à grande échelle, il faut ce genre de montants. Dans différents secteurs, la biotechnologie, dans les microprocesseurs, dans toutes sortes de technologies, il faut des dizaines de millions de dollars pour réussir de grandes réussites. Et là, regardez, on arrive à Uber. Uber, ils ont levé 250 millions de dollars. C'était un financement d'expansion, évidemment, ce n'était pas le financement initial. Mais aujourd'hui, on a Uber. Et regardez un peu plus loin, Zoom. En 2013, ce n'était pas connu, Zoom. Mais il y a quelqu'un qui a vu Zoom qui a dit « Tiens, c'est pas mal ce petit truc, on va mettre 20 millions de dollars dessus, ça peut être sympa. » Aujourd'hui, on a Zoom. Zoom, capitalisation boursière d'environ 90 milliards d'euros, à comparer avec les capitalisations boursières de nos entreprises du CAC 40. Le financement dans la Silicon Valley, il est fondé sur la reconnaissance, le respect, la reconnaissance du potentiel de la chose de l'autre. Quelqu'un voit des trucs et dit « Tiens, c'est bien ça. » Les gens qui n'ont pas de respect, quand ils voient quelque chose qui a du potentiel, ils disent « Ouais, bof, non, ils ont envie de casser le truc. » Parce qu'on pense que la force, c'est de pouvoir casser le truc de l'autre. Vous avez certainement vu la vidéo sur le narcissisme et le respect, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est les investisseurs institutionnels qui mettent ce genre de montant, 10 millions, 20 millions. Mais en amont, il y a des investisseurs particuliers. Des particuliers. Et eux, ils investissent autrement qu'en France.
Eux, ils investissent en amont, avant qu'il y ait un produit fini, avant qu'il y ait un projet qui soit clair et précis. Ils investissent sur un gars, sur une idée, quelque chose qui pourrait marcher. Ils disent, tiens, si on investit 20 000, 30 000, 50 000 dollars, peut-être 100 000 dollars, ça pourrait faire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois la mise peut-être. Mais si vous mettez un financement initial d'amorçage avec un administrateur, lui, il n'a aucun intérêt à ce que ça marche parce qu'il n'a pas de l'incentive à ce que ça marche. Alors il va vous dire qu'il est animé par les plus grandes obligations et par le sens du devoir et autres. Mais bon, il n'y a pas de GAFA ici en France. Parce qu'on retire avec le financement public l'incentive de l'entrepreneuriat. Et donc du coup, ça ne marche pas très bien. Alors qu'un investisseur particulier en Californie, lui, il investit en amont, avant que ce soit construit souvent, en se disant que si jamais ça marche, eh bien ça sera très bien pour lui. La Californie, c'est des gens qui s'entraident à réussir. C'est ça le renouveau du socialisme. On va s'entraider à réussir. À la fin, on a de grandes entreprises. On vous dit qu'en France, on a des start-up technologiques, mais c'est pas vrai. À l'autre bout du monde, quelle start-up française est-ce qu'on vous citerait? Alors, on a de très grandes entreprises en France qui ont réussi à de grandes échelles. Ce ne sont plus des PME à ce niveau-là. On va comparer les chiffres d'affaires pour bien comprendre l'ampleur de la différence. On va regarder ça. Voilà par exemple le chiffre d'affaires de Google. Google, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Apple, 300 milliards. Facebook, 80 milliards. Amazon, 400 milliards. Microsoft, 140 milliards. Ça, c'est les plus connus, mais il n'y a pas que. Il y a d'énormes entreprises qui ne sont pas connues forcément du grand public. Par exemple, Cisco. Ils font le matériel pour l'infrastructure d'Internet. 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Adobe. Ils font les logiciels pour les créatifs, Photoshop, Illustrator. 15 milliards d'euros par an. Oracle, 10 milliards d'euros, ils font les bases de données. Ça, ce n'est pas pour les particuliers. Applied Materials, ils font 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ils font les chaînes de montage pour les microprocesseurs. Nvidia, 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. On va comparer ça avec les entreprises de technologie françaises. On a ST Microelectronics, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ubisoft, ils font les jeux vidéo, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Criteo, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est ça la différence. C'est que même en France, quand on a de grandes réussites, finalement, à la grande échelle, ce ne sont pas de très grandes réussites. C'est ça le problème. Prenons par exemple Google, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce qu'en France, avec le financement de l'entrepreneuriat qu'on a, on a réussi à créer une société, une entreprise, une start-up qui fasse ne serait-ce que 10% de ce que fait Google? Est-ce qu'on a en France une start-up qui fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an? Je ne crois pas. Même 5% de Google. Est-ce qu'on a réussi, avec le mode de financement que l'on a, à créer une société qui fait ne serait-ce que 5% du chiffre d'affaires de Google? Ne serait-ce que 5%. C'est ça le problème. On n'a pas le résultat avec le financement tel qu'il est actuellement. Il va falloir désadministrer le financement. Ce genre de grandes entreprises, c'est créé par des visionnaires. Des gens, au début, ça ne ressemble à rien. C'est des gens qui dérangent, qui embêtent, des gens qui en énervent, qui agacent. Ah, ça dérange. Hein. Mais à la fin, il y a le résultat. Les GAFA, c'est énorme. Mais à la fin, au début, ça commence toujours par des visionnaires. Google, c'est 2 visionnaires. Ils ont rencontré un gars qui a vu ce qu'il faisait. Il dit, tiens, c'est pas mal, je vais vous mettre 100 000 $ dans les mains. Mais en France, il n'y a pas ce concept de, tiens, j'ai donné 100 000 € pour t'aider à réussir. Ensuite, il y a Apple. Alors, il y a Apple 1, donc c'était dans les années 70, c'était Steve Jobs et Steve Wozniak. Ils ont créé Apple en faisant des ordinateurs en public. Et puis après, ça s'est très mal passé dans les années 80 pour Steve Jobs. Il a été viré de sa boîte. Vous savez, les cons préfèrent la copie à l'original. Et puis dans les années 90, ils ont rappelé le visionnaire. Ils ont dit, ouais, quand même, l'entreprise est en faillite. Il faut quand même quelqu'un qui sache faire. Et là, Steve Jobs, il a créé Apple tel que vous connaissez aujourd'hui. Et bien la capitalisation boursière d'Apple, c'est plus grand que tout le CAC 40 français. C'est ça le pouvoir des visionnaires. Ensuite, il y a eu Facebook, avec Mark Zuckerberg. Lui, il a compris comment créer un réseau social qui marche à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Un visionnaire. À chaque fois, les visionnaires sont entourés, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Mais un visionnaire. Ensuite, il y a Amazon. Amazon, c'est Jeff Bezos. Vous imaginez si Jeff Bezos était allé dans les années 90 voir une grande entreprise de la distribution française et dire, tiens, j'ai compris comment on va faire une énorme entreprise, ils avaient l'argent. Hein. Mais il n'aurait jamais été admis dans la salle du conseil d'administration pour créer son projet, pour présenter son projet. Et puis même, c'est Microsoft, 3 visionnaires dans les années 70, mais c'est énorme aujourd'hui.
C'est ça le pouvoir des visionnaires. Ça ressemble à rien au début. C'est l'opposé du conformisme. Et si vous allez dans une administration, il faut être conforme aux règles de financement. Et bien, au contraire, les visionnaires, c'est des anticonformistes. Moi, je suis un entrepreneur. Depuis la fin de mes études, toutes les entreprises auxquelles j'ai participé, j'ai toujours été là à la création de l'entreprise. J'ai monté 3 sociétés dans la Silicon Valley, une en tant que PDG, dans la technologie, et une en France. Tous les entretiens d'embauche, j'ai toujours été la personne qui faisait l'entretien d'embauche. Moi, je n'ai jamais eu d'entretien d'embauche. Et en Californie, pour créer ma start-up, ben, j'ai dû lever du financement auprès de particuliers. Donc j'avais rencontré un bûcheron dans un Starbucks. On a discuté, on a fait connaissance, et au bout de 2-3 mois, j'ai dit, écoute, voilà, il est au courant de ce que je faisais, est-ce qu'on peut regarder pour un investissement? Puis écoute, je vais venir avec un ami le soir. Donc le soir, on était au restaurant avec mon cofondateur. On s'est assis, j'ai commencé le pitch. Et au bout de 20 minutes, son ami part. J'ai dit, mince. Il revient avec le chéquier au bout de 3 minutes. Et il me dit, bah voilà, il y a environ 15 ans, j'ai écouté le pitch d'un gars comme toi, j'ai pas investi, c'était eBay. Alors je te fais le chèque 20 000 $. Et j'ai levé comme ça 985 000 auprès de 985 000 $ auprès de 65 investisseurs. Un énorme travail commercial. Parce qu'en Californie, on investit sur des gens débrouillards, il faut pouvoir se débrouiller. À un moment, j'étais au tournoi mondial de poker. Vous savez, là-bas, il faut 10 000 $ pour l'entrée. Et j'ai demandé à peut-être 20 joueurs, 30 joueurs, à chaque fois qu'il y avait un joueur qui perdait et qui sortait du tournoi, je demandais, you got 5 minutes? Et puis je lui demandais s'il voulait prendre un rendez-vous plus long pour écouter mon pitch. Et puis j'ai trouvé quelqu'un, j'ai obtenu le rendez-vous au bout de quelques semaines. Et il a investi pareil. C'est des gens qui s'entraident à réussir. Et le critère principal d'investissement, c'est le potentiel. Avec le respect. L'ingrédient de la Silicon Valley, c'est le respect. La capacité à reconnaître. Tiens, c'est quelqu'un. Il a de la vertu, il a du talent, il a de l'ambition. Là, je vais investir, ça va marcher. Le respect. Parce que le financement initial, c'est le financement qui détermine le type d'entreprise que l'on crée. Et en France, on crée des PME web. On crée des PME web, des PME technologiques. Et ce n'est pas les entrepreneurs qui sont en cause. Certainement qu'il y en a qui ont de l'ambition, qui ont du talent. Des entrepreneurs qui font d'énormes réussites, c'est peut-être 1 sur 10 000. Et si le 1 sur 10 000, il ne trouve pas le financement, eh ben, c'est un énorme préjudice pour la collectivité. Un énorme coût d'opportunité. C'est ça le problème. C'est que le 1 sur 10 000, ben, il a du mal à trouver du financement en France, et en tout cas, on n'a pas les réussites qui permettent de montrer que ça marche. Donc, je vais vous proposer une grande réforme, de désadministrer totalement le financement de l'entrepreneuriat. Première réforme. Il est interdit pour toute administration publique ou collectivité locale de fournir quelque aide en espèces, en nature ou en prix que ce soit, en vue de soutenir un projet entrepreneurial. La fin des aides à la création d'emplois. Toutes ces aides à la création d'entreprises, toutes ces aides, la fin. Terminé. Terminé. Vous pouvez regarder sur LinkedIn, hein, vous tapez développement économique, il y a plein de gens qui travaillent dans ces structures, elles seront toutes fermées. Alors il y a des astérix, je vais vous expliquer les exceptions à la fin, mais on va tout fermer. Les CCI, voilà, les CCI, il y a une composante de formation, donc vous savez bien, si vous avez vu la vidéo sur l'emploi, que nous on va mettre un gros investissement sur la formation, donc toutes les administrations publiques qui ont une composante de formation seront redirigées vers le ministère de l'Éducation. Mais sinon, les CCI, les chambres du commerce, les chambres des métiers, la maison de l'entrepreneur, toutes ces structures seront fermées. Tous ces Frankenstein de l'économie française, toutes fermées. Ben, Frankenstein, c'était un organisme. Tous ces organismes fermés. Et comment va-t-on faire alors pour restructurer le financement de l'entrepreneuriat? Eh ben, d'abord, on va reconnaître que la plupart des entrepreneurs n'ont pas envie de créer de très grandes entreprises. C'est pas grave, c'est très bien. 99% des projets entrepreneuriaux, ce sont des TPE, des PME. Alors là, on va mettre en place du financement bancaire, avec 2 prêts bancaires. Le premier, c'est un prêt de 5 000 €, acquis de droit. La moitié de la garantie sera fournie par l'État, par la collectivité, parce que c'est ça le renouveau du socialisme, nous allons nous entraider à réussir. Et l'autre moitié sera une garantie personnelle de l'entrepreneur. Donc tous les entrepreneurs en France pourront démarrer une structure avec 5 000 €. Bah, c'est pas énorme, mais ça permet de financer l'amorçage avec les documents, les statuts, les CGV.
Et peut-être que si les gens veulent consultant, c'est tout ce qu'il leur faut. Donc premier financement bancaire, 5 000 euros. Deuxième type de prêt bancaire, jusqu'à 45 000 euros. Un tiers garanti par la collectivité, un tiers garanti par le banquier et un tiers garanti par l'entrepreneur. Pour qu'un banquier décide de faire un prêt, lui, il faut qu'il puisse avoir du recul. Parce que le banquier, il investit sur le passé. Alors soit vous arrivez avec 3 ans de bilan et compte de résultats, et là vous pouvez démontrer que vous pouvez rembourser le prêt et finance. Soit vous arrivez avec une nouvelle boulangerie, par exemple, et le modèle économique d'une boulangerie, il connaît, parce qu'il a déjà des boulangeries dans son portefeuille, et là aussi il finance. Donc le prêt bancaire adapté pour ce genre d'entrepreneur. Pour ouvrir des restaurants, pour ouvrir des bouchers, des boulangeries. Très adapté. Donc ça, on va le garder. Et on va réduire tout le financement bancaire sur un seul type de financement bancaire, avec un tiers de garantie par la collectivité, un tiers par le banquier, s'il est d'accord, tout le monde vous suit, et un tiers par l'entrepreneur. Le deuxième type de projet entrepreneurial, ce sont des projets entrepreneuriaux qui ne peuvent pas être financés par le banquier, parce qu'il y a peut-être une composante innovation. À la fin, ce sera une PME. Et ce n'est pas non plus adapté à l'actionnariat, parce que pour les investisseurs, investir dans des PME, ce n'est pas rentable. Il y a des investisseurs qui investissent dans la sécurité, donc ils ont investi dans une PME, ça marche, ça tourne. En Californie, ça s'appelle des living dead. Mais c'est mort pour l'investissement parce qu'ils ne peuvent jamais revendre leur investissement parce que personne n'est prêt à racheter des actions dans une PME qui n'a pas beaucoup de perspectives de croissance. Alors nous, on va financer ce genre d'entrepreneurs avec des royalties. On va développer le financement par les royalties. Alors il y en a qui vont me dire, mais ça existe déjà. Oui, mais c'est suradministré. Il faut passer par des procédures, par des plateformes agréées, c'est compliqué. Nous, on va désadministrer tout ça. Et concrètement, un entrepreneur pourrait aller voir un investisseur, lui dire, voilà, j'ai envie de monter un projet, il me faut 30 000 euros, 50 000 euros, peut-être 100 000 euros. Et si mon projet marche, eh bien, je m'engage à rembourser 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois peut-être le montant de l'investissement initial, avec le chiffre d'affaires, sur une participation du chiffre d'affaires. Donc peut-être que l'entrepreneur s'engage à mettre 3%, 5%, 10% de son chiffre d'affaires vers le remboursement de l'investissement avec les royalties. Et ça peut marcher pour des PME qui n'ont pas forcément de grandes perspectives de croissance, mais qui peuvent très bien réussir à faire des entreprises qui font 10 millions, 20 millions, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est déjà de très grosses PME. Donc pour ce genre de PME, on va développer le financement par les royalties. Et enfin, troisième grande innovation pour refermer le financement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, surtout des startups technologiques. Comment on va faire pour financer des entreprises qui ont besoin de 200 000, 300 000, 500 000 euros pour se lancer? Parce que si vous voulez construire un projet entrepreneurial comme en Californie, il faut peut-être 4-5 ingénieurs qui vont travailler pendant 1 an, peut-être un peu plus. Et donc il faut 200 000, 300 000, 500 000 euros d'emblée, avant qu'il y ait un produit, avant qu'il y ait du chiffre d'affaires, pour concevoir. Alors nous, on va permettre aux entreprises qui payent plus de 1 million d'euros par an d'impôts sur les bénéfices, d'allouer jusqu'à 5% de leur montant des impôts à des financements de start-up, jusqu'à 1 million d'euros. Donc concrètement, un chef d'entreprise qui va payer 1 million d'euros d'impôts, peut-être 10 millions d'euros d'impôts par exemple, pourra mettre 500 000 euros dans une start-up technologique. Ça peut être aussi pour la recherche, il y a peut-être des chercheurs, l'entrepreneuriat c'est assez vaste. Et donc comme cela, au lieu de se fier à l'intuition et au discernement d'un administrateur, nous on va se fier à l'intuition d'un chef d'entreprise. Et c'est les chefs d'entreprise des entreprises qui payent beaucoup d'impôts qui vont financer les startups technologiques. Après tout, c'est bien ça qu'on fait. On va prendre de l'argent de là où ça marche pour le confier à des administrateurs qui vont essayer de le mettre dans des startups qui finalement, ça ne donne rien à grande échelle. Alors nous, on va se fier au discernement des chefs d'entreprise et on va leur permettre d'investir dans des startups. Donc jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros, jusqu'à 500 000 euros par startup, financés par les chefs d'entreprise. Et comme cela, il y aura du financement de l'entrepreneuriat. Vous voyez, il n'y a pas besoin de créer des administrations pour qu'il y ait du financement pour les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens qui travaillent dans les administrations, toutes les CCI, les gens qui font du développement économique, qui travaillent dans les agences d'attractivité?
S'il y a besoin d'une agence d'attractivité, c'est que ce n'est pas très attractif. Hein. Donc nous, on va résoudre le problème de l'attractivité en réformant le financement de l'entrepreneuriat. Mais tous les gens qui travaillent dans ces structures-là, eh bien, ils pourront continuer. Ils seront redirigés vers l'AREP, l'Agence de restructuration de l'emploi public. Ils seront tous licenciés, mais personne ne sera au chômage. Et peut-être que parmi eux, il y en a qui se diront « mais moi j'ai de réelles compétences dans l'entrepreneuriat, je souhaite continuer d'accompagner des entrepreneurs ». Mais c'est vrai, dans la Silicon Valley aussi, il y a des gens qui aident à faire les projections financières et les business plans. Tous les entrepreneurs en France auront 5 000 € de prêt. Donc ils pourront très bien embaucher quelqu'un qui sera là pour les aider, les accompagner à faire leur business plan et leurs projections. Donc tous ces gens qui travaillent dans les administrations qui font du financement de l'entrepreneuriat, eh bien, ils ne pourront plus travailler dans ces administrations, mais ils travailleront soit pour accompagner les entrepreneurs en privé, soit ils continueront de faire du service public dans l'AREP. Alors maintenant, les astérix. Quelles sont les exceptions? En France, on a un milieu associatif très fourni. Eh bien, les associations pourront continuer de bénéficier du soutien du public, des collectivités locales ou des administrations publiques. Deuxième grand astérix, la culture. Alors il y en a qui se diront, mais Sylvain, en France, on fait des films qui sont financés. En Californie, il n'y a pas de financement pour les films, ça marche à grande échelle. Pourquoi on ne fait pas comme en Californie? Ah ben nous, on a notre histoire. Donc le soutien au projet entrepreneurial, ça peut continuer pour la culture. Et puis troisième astérix, eh bien, c'est pour les exceptions. Parce que l'investissement public, ça peut avoir un sens dans des situations exceptionnelles, comme par exemple la crise du Covid, il faut une intervention publique. Mais ce n'est pas généralisé, c'est exceptionnel. Donc, grande réforme du financement de l'entrepreneuriat. On va désadministrer le financement de l'entrepreneuriat. Il sera interdit pour toute administration publique ou collectivité locale de fournir quelque aide en espèces, en nature ou en prix pour les concours, que ce soit pour soutenir un projet entrepreneurial. Et on va développer 3 financements. Il y aura le prêt bancaire pour les entrepreneurs qui font des TPE, des PME de l'économie classique. On va développer le royalties, le financement par les royalties. Ça, c'est pour les entrepreneurs qui vont faire des PME avec une composante d'innovation, mais qui ne peuvent pas accéder au financement par l'entrepreneuriat, par l'actionnariat. Et puis on va développer le financement des startups technologiques à grande échelle en redirigeant une partie des impôts des entreprises qui payent des impôts sur la société, vers le financement des startups technologiques. C'est comme ça qu'on va faire. On va désadministrer le financement de l'entrepreneuriat et on va créer du financement pour les entrepreneurs sans qu'il y ait d'administration. Au final, cela nous permettra de créer d'énormes entreprises de technologie. Cela nous permettra de réaliser le rêve français qui consiste à devenir le leader mondial de la technologie. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.